Merci Olivier. Donc, ce que vous allez entendre en fait, c'est un petit extrait de différents séminaires que j'ai assurés à l'ESP. Donc désolé pour mes étudiants, il y aura de la redite. Et c'était à l'intention des professeurs stagiaires. Et ce sera forcément, par la force des choses, un tout petit extrait, puisqu'il y a en fait 200 pages de documents au fil des années. Donc, je voudrais du moins vous rappeler quelques phénomènes qui sont souvent sous-évalués. Et j'ai essayé de ne pas empiéter sur ce que je devinais des interventions suivantes. Donc, j'essaierai de prendre un peu de recul, si vous voulez. Alors le point de départ, c'est tout bête, c'est cette demande d'enseignants de terrain affrontée à ce constat banal, Marie-Pierre Berthellier le disait à sa manière, que la connaissance de règles grammaticales mises en place dans des exercices normalisés n'a en général que peu d'effet, c'est une litote, sur les productions langagières écrites naturelles des élèves. Bon, c'est la manifestation d'un hiatus que tous les historiens des sciences connaissent entre le métalangage utilisé et le fait que les procédures utilisées par les locuteurs sont deux entités distinctes. En fait, comme je le disais dans le résumé pour ceux qui l'ont lu, nos catégories grammaticales, ne vous faites pas d'illusions, ce sont des artefacts taxinomiques on aurait pu classer différemment, et ça variait dans le temps et dans l'espace. En Allemagne, on classe différemment, et il ne faut donc pas s'attendre à ce que ça fasse spontanément sens pour les élèves. Alors, mais pour le coup, en échangeant, y compris avec des enseignants de terrain que je vais voir en dehors des visites, je vais au fil du temps voir des gens de terrain et je suis des classes sur le long terme. Et pour le coup, ça paraissait plus compliqué. Non seulement il subsiste un hiatus non résolu donc entre cette réflexivité métalinguistique, ce qu'on enseigne les cours de grammaire, et les automatismes procéduraux du langage ordinaire, mais je le rappelle quand même, ça peut choquer, les phénomènes langagiers eux-mêmes sont aussi en partie des constructions historiques. Et je vais prendre quelque chose qui vous paraît tout à fait évident, c'est-à-dire la phrase. Bon. Alors, cet objet qui vous paraît si naturel, on vous dit, on pense par phrase, ouvrez le Grévis, c'est ce qu'on vous dit, sachez que ça n'existe pas avant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Je n'invente rien. Vous allez me dire, ils faisaient quoi les gens? Ils poussaient des cris. Vous allez voir. Alors, pour illustrer ça, je vous tire un petit extrait, et c'est un bout de paragraphe. Attention, il n'y a pas d'alinéa, il n'y a rien du tout. De Marguerite de Navarre, ce n'est pas n'importe qui, c'est la sœur d'Henri IV, on est au milieu du XVIe siècle, et c'est un extrait d'une nouvelle de l'Heptaméron que certains connaissent certainement. Alors, je vous laisse lire cette chose, je ne vais pas le lire, vous le parcourez rapidement, regardez la ponctuation et les mots de liaison. Je suis obligé de mettre ça sur 2 vignettes tout simplement parce que je n'ai pas la place, c'est un morceau de paragraphe. Ça va? Très bien. Tout le monde a lu. Voici la suite, c'est toujours le même paragraphe. Et ça continue comme ça sur pas mal de temps. Bon. Qu'observe-t-on? Premièrement, une syntaxe. Nous sommes donc au milieu du XVIe siècle. Je ne vous explique pas pourquoi ça évolue au fil du temps, ce n'est pas l'objet. Premièrement, une syntaxe que je qualifierais d'horizontale. Alors, vous aurez remarqué que les groupes sont fortement liés entre eux par des connecteurs et des anaphores, mais un peu à la manière de wagons attachés les uns derrière les autres.
et certainement pas sous la forme de cette belle structure arborescente que nous associons à une phrase canonique. Il manque ce que les linguistes et psychologues allemands appelaient dès le XIXe siècle un Bauplan, c'est-à-dire un schéma syntaxique global de construction. C'est complètement horizontal, hein, on voit très bien. Qu'est-ce qu'on observe encore? La ponctuation ne délimite pas des unités syntaxiques, mais bel et bien énonciatives. Le point, en particulier, marque la fin, vous l'aurez vu si vous avez regardé, marque la fin d'une séquence narrative, et les ponctuations intermédiaires sont essentiellement des subdivisions de cette séquence. Alors, je passe, bien sûr, sur ce qui a amené le passage de ce schématisme-là à ce qui deviendra le modèle de la phrase, essentiellement à partir du XIXe siècle. Ça se fera progressivement. Ce qui importe ici, c'est que nous avons là, d'une certaine façon, les deux constituants naturels du discours ordinaire, c'est-à-dire des connexions horizontales et une intuition des entités énonciatives. Si vous corrigez des copies d'élèves, ça ressemble assez bien à ce qu'on rencontre dans leur copie. Ça devrait quand même faire un peu sens. Donc, voilà pour les formes, l'apparence grammaticale d'un énoncé non normé par la langue classique. Alors, en production. Alors, vous allez me dire, mais en dehors de cette intuition de bloc énonciatif, puisque c'est bien ça qu'il y a dans ce texte, comment ça se passe sur le plan sémantique? C'est ce que nous allons voir, je vais passer par un petit détour, c'est ce que nous allons voir rapidement en analysant des phénomènes perceptifs. Et vous verrez au passage que ce phénomène est certes verbal, mais pas seulement verbal. Alors, de quoi vais-je me servir? De ce que m'avait donné une étudiante il y a maintenant 2 ou 3 ans, un chantier grammatical sur le groupe nominal. Bon. Alors, son idée, c'était de faire accoucher par une démarche empirique, inductive, etc., des séquences de groupes nominaux. Donc, elle a fait ça devant 2 classes de 5e, et elle a pris comme support quelque chose que vous connaissez au moins de nom, à défaut de l'avoir éventuellement lu. Il s'agit d'une gravure qui illustrait le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, donc 1768 si ma mémoire est bonne, et l'enseignante avait parlé un peu de ce qui se passait là, c'est le voyage, très bien, et elle demande aux étudiants, donnez un titre à cette illustration. Alors regardez bien cette illustration et vous allez voir ce que ça va donner. Bien, stéréotype tout à fait. Alors, voici le résultat. J'ai mis en rouge, je vous laisse lire, j'ai mis en rouge les exemples les plus réjouissants sur lesquels je reviendrai incessamment. Bon. Alors, exercice suivant, elle leur demande, c'est ce qu'on fait quand on est jeune, prof stagiaire, elle leur demande de lister tous les éléments qu'ils ont vus sur la gravure, donc on y revient, et en leur disant, mais caractérisez les gestes, les positions, les couleurs, les formes, les dimensions, etc. Très bien. Voici ce que ça donne. Les femmes à pied, la mouette qui vole, la montagne marron et verte, la loupe de l'aube, les hauts cocotiers. Je vous épargne la lecture exhaustive, mais regardez un peu. Très bien. Qu'observe-t-on? Bon, s'agissant des titres, c'est clair, les élèves ont réinvesti des clichés culturels ou idéologiques. Le décor exotique a généré Christophe Colomb, qui a généré évidemment un récit préfabriqué sur la colonisation, sur tout ce que vous voulez. Bon. Mais alors, quand il s'agit de caractériser ce qu'il voit, il ne voit pas grand-chose. Certes, vous allez me dire, la consigne a peut-être généré un biais perceptif, mais quand bien même,
vous aurez noté le caractère extrêmement stéréotypé des propositions. En dehors de quelques adjectifs de couleur très ritualisés, bon, et malgré la consigne, les propos sont dépourvus de toute indication sensorielle. Les indications sont extrêmement statiques, alors qu'il y a des gens qui se déplacent, qui interagissent. Aucune mention de situation ni d'interaction. Et cette simple observation suffit à illustrer le mécanisme cognitif qui est ici à l'œuvre. Les éléments ne sont pas réellement vus, regardés, observés. Ils sont identifiés en relation à des clichés préexistants dans lesquels les signes fonctionnent non pas comme de vrais symboles, mais comme des indices. Et une fois que ces indices sont reconnus, les enfants se mettent en quelque sorte en pilotage automatique et ça génère cette stéréotypie. Alors, je n'ai pas le temps, mais je pourrais le faire. C'est juste qu'on va me rappeler à l'ordre parce que j'ai parlé pendant 2 heures. Je n'ai pas le temps de vous montrer que le processus est exactement semblable avec des mots écrits, mais c'est bien ce qu'on observe. Quand les élèves lisent, ils ne voient pas tout. Ils identifient ou croient identifier certains repères et ils remplissent en quelque sorte les intervalles avec du préfabriqué. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on ne peut pas générer un texte écrit avec ce type de technique. Hein. Et je dirais que, à la limite, pourquoi s'en étonner ? On fait tous un peu la même chose. Hein. Nous ne traitons pas une information de manière exhaustive. Il suffit d'identifier, quand vous m'écoutez ou quand vous lisez, etc., quelques éléments saillants et d'associer le reste à des scénarios plausibles. Bon. Nos petits scripteurs, en réception et en production, se contentent essentiellement d'automatismes procéduraux, comme si, en quelque sorte, leur conscience sémantique n'était qu'épisodique. Hein. Ça apparaît par-ci, par-là, et ensuite on remplit de manière mécanique. Donc, en tout cas, ici, vous voyez bien que le hiatus entre le métalangage grammatical et la pratique langagière ordinaire apparaît très clairement. La tradition grammaticale nous présente comme une évidence qu'il y aurait 3 plans naturels. Hein, ce serait le mot, la phrase et le texte. Je suis désolé, hein, j'ai travaillé en aphasiologie avec des dyslexiques, etc. Ce n'est jamais ce qu'on observe. Dans le langage réel, le locuteur utilise des séquences courtes, on l'a vu, fortement stéréotypées. Ces séquences sont morphosyntaxiques, mais on l'a vu tout à l'heure, elles sont aussi cognitives ou idéologiques. Bref, ils utilisent de la phraséologie. Et quant aux séances plus longues, ce sont en général des scénarios culturels, on y reviendra, ce sera par exemple un récit. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, premièrement, pour ponctuer ou séquencer une séquence longue, il est probablement illusoire de vouloir débuter par la syntaxe, et surtout pas la syntaxe de phrase, puisque, comme je l'ai rappelé, contrairement à une idée reçue, la phrase n'est pas une entité naturellement perçue par les élèves, c'est bien pour ça qu'ils mettent des points n'importe où, mais c'est un construit historique. Il paraît plus logique de passer par ce qui correspond davantage à l'intuition, c'est-à-dire ces unités énonciatives. Ce que suggère justement la ponctuation des états préclassiques, c'est qu'il faudrait commencer par segmenter ces macrostructures, ces textes, comme on les appelle aujourd'hui, plutôt que des phrases. Mais je poursuis. Voici une illustration complémentaire. Alors, une autre enseignante, face à des élèves de 5e, leur demande de décrire un lieu auquel ils sont affectivement liés, qu'ils connaissent bien, et voici un échantillon de ce que cela a donné. Vous verrez ce que feront ces mêmes élèves quelques semaines plus tard. Là aussi, je vous laisse lire très rapidement. Il y a des habitats, un jardin, on cultive, etc. Ça va, tout le monde a lu. Bon. La ressemblance avec les exemples précédents est sensible. Au lieu d'une description articulée, c'est ce qu'on attendait, nous avons affaire à une juxtaposition de nominations. J'y reviendrai. De nouveau, dépourvu de notation sensorielle,
à l'exception de quelques formules qui confinent au cliché. Cité blanche, c'était sorti par un jeune maghrébin qui revenait du bled. Bon, et vous avez toute une série de phrases tout à fait clichés de ce type-là. Bon. Pas de son, pas d'odeur, pas d'espace, c'est tout un sou. Ces énoncés fournissent en fait des relations sémantiques entre des actants plutôt que des relations physiques entre des choses. C'est un peu l'inverse de la Madeleine de Proust, si vous voulez, c'est l'autre extrême absolu. Alors, je dirais que, de même que précédemment, ce serait un peu vain de se demander, mais quelle est la valeur lexicologique exacte qui est attachée aux mots? Ces mots, chez ces élèves, sont juste des points saillants qui déclenchent de telles séquences phraséologiques. Elles sont associées chez les locuteurs normaux à ce qu'on appelle des sphères de signification, des Bedeutungssphären, c'est-à-dire ce que nous associons par connotation à des éléments. Bon, alors ces sphères de signification vont faire sens chez le récepteur s'ils partagent un univers commun, mais en tout cas, les mots utilisés là-dedans ne suffisent pas à reconstituer le paysage. J'aurais besoin de compléter. Ça n'est pas dans le texte, en fait. Quoi qu'il en soit, un seul mécanisme paraît agir à différents niveaux, de la syllabe, j'y reviendrai, aux représentations culturelles en passant par la morphosyntaxe, et ça génère des séquences fortement contraintes qui s'achèvent justement sur ces zones de bifurcation, sur ces séquences indiquées par la ponctuation ou par des connecteurs élémentaires. Alors, je vais dire les choses autrement. C'est un mécanisme qui est cognitif avant d'être scolaire. On voit bien que les enfants ici peinent à distinguer désignation et description et que la seconde s'absorbe dans la première. Lorsqu'ils tentent de formuler ce qui devait être le déroulé de leur expérience personnelle, ils le compactent en quelques nominations stéréotypées, en s'épargnant donc en quelque sorte la fatigue que représenterait le traitement d'un volume important d'informations. Alors, je précise, on avait dit que j'avais travaillé dans la physiologie, on observe des mécanismes tout à fait semblables en rééducation dyslexique et en rééducation aphaisiologique. Face à des aphasiques et certains dyslexiques, on observe une sorte de compactage de la syllabe et on est obligé en quelque sorte à les forcer à déplier ce qu'ils ont tendance à compacter. Bon, ça va, je suis à peu près dans le temps. Inutile de dire évidemment que les connaissances linguistiques grammaticales ne suffiraient pas à résoudre ce genre de problème. Je termine par quelques remarques sur l'écrit avant de donner un dernier exemple. Alors, c'est ce que j'ai appelé l'écrit et le transcrit. Alors, les remarques, j'abrège, Marie Bartelier en a parlé, les remarques sur le rapport code écrit, code oral se limitent généralement dans les grammaires à des remarques sur la polyfonctionnalité des diacritiques, sur l'opposition morphographe, morphogramme, logogramme, et c'est à peu près tout. On oublie généralement que une syntaxe d'écrit normée ne correspond absolument pas, il faudrait faire entendre de vrais enregistrements aux élèves, ne correspond absolument pas à de l'oral transcrit. Je passe cet élément-là, je n'ai plus le temps. Tout se passe comme si on confondait ce qui est écrit et transcrit. La syntaxe que vous demandez aux élèves ne correspondent pas à, évidemment, ce qu'ils produisent naturellement. Alors, comment fait-on pour dépasser ces séquences automatiques, cet empan cognitif ordinaire qui est de 6 ou 7 éléments? Dans les langues naturelles, vous avez deux types d'unités, deux types d'outils. Vous avez d'une part l'enchâssement qui vous permet de compacter plusieurs éléments en les traitant comme une seule unité, et vous avez effectivement les connecteurs. Mais on s'aperçoit justement qu'il existe donc deux types de connexions. Je ne fais pas référence à la différence entre connexion anaphorique et non anaphorique, de toute façon c'est critiquable du point de vue théorique, mais au fait que vous avez d'une part des connecteurs que les enfants génèrent spontanément,
qui apparaissent dans leur langage. Ce sont des mots comme « et », comme « qui », etc. Et vous avez des connecteurs qui ne sont générés que par le métalangage grammatical. Je laisse aux collègues le soin de vous parler de tout cela. Et je vais terminer par un petit échantillon de ce qui apparaît avec les mêmes élèves quelques semaines plus tard. Alors, la jeune stagiaire ne s'est pas attardée à un cours de grammaire sur la ponctuation et les connecteurs. Elle a pratiqué une sorte de technique généralisée de l'image mentale en demandant simplement aux élèves de ralentir. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce qu'il y a à droite? Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Voici ce que ça donne 15 jours plus tard. Je vous laisse lire, ou bien je lis avec vous, j'ai juste fini. Le 11 août 1705, alors que tous les matelots, le capitaine et Enzo rangeaient le sous-sol, le matelot qui était censé surveiller les horizons s'était endormi. 2 heures plus tard, Enzo voulut prendre un peu l'air quand il vit un bateau ennemi arriver droit devant. Dans les classes défavorisées, je vous laisse lire l'exemple suivant. Je vous laisse lire encore une autre occurrence. Il se réveilla après la tempête sur le pont du bateau. Devant lui, il n'y avait plus personne. À gauche, il vit une île. Au fond, on voyait une montagne qui semblait rugir. Juste à sa droite, des chutes d'eau faisaient un bruit énorme. Le résultat se passe de commentaires. Vous observez la corrélation très nette entre l'enrichissement sensoriel et l'amélioration des articulations. Je vous remercie de votre attention.